Ah. Bonsoir à tous, bienvenue à l'école de la SRF. Je suis Céline Sciamma, je suis la présidente de la SRF, qui est donc la Société des réalisateurs de films. Je partage cette tâche avec Yann Gonzalez et Rebecca Zlotowski. Vous dire rapidement que la Société des réalisateurs de films existe depuis 1968, qu'elle regroupe 300 réalisateurs de tous les genres, courts-métrages, documentaires, animation, même si on aimerait en avoir plus, fiction, de tous les âges aussi, et que ces 300 réalisateurs qui, globalement, sont solidaires pour penser leur liberté de création, solidaires pour penser les nouvelles formes, solidaires aussi sur d'autres sujets qui peuvent être des sujets de société, comme l'égalité entre les hommes et les femmes, ces temps-ci, par exemple. Et nous avons créé la quinzaine des réalisateurs et le festival de Brive, et nous avons aussi créé depuis 3 ans ces écoles de la SRF qui sont, voilà, vous y êtes, donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Si vous ne connaissez pas, vous allez le vivre. En partenariat, avec le soutien de la région Île-de-France et de la SACD qu'on salue et qu'on remercie. Je pense que ça suffit comme présentation. Ce soir, donc, on va parler animation avec Maria Machoukeli qui va modérer cette soirée, qui est elle-même réalisatrice et membre de notre conseil d'administration. Et puis Valérie Sherman, productrice, Vincent Patard, Céline Deveau et Claude Barras qui sont cinéastes. Et je leur passe la parole. Très bonne soirée. Moi. Bonjour, bonsoir. Alors, juste un tout petit mot d'introduction. C'est vrai qu'à la SRF, on est très content d'accueillir des cinéastes d'animation, qu'on souhaite qu'ils soient de plus en plus nombreux et de plus en plus représentés, parce que c'est vrai que de temps en temps, on a tendance à oublier que les films d'animation sont simplement des films, en fait. Je ne vais pas vous dire tous les prix qu'ils ont tous gagnés, parce que là, on en a pour 2 heures. Mais voilà, leurs films sont allés partout. On va commencer par toi, Valérie Sherman. Attends, j'essaye de retrouver ce que j'avais mis sur toi. Alors Valérie, tu es productrice donc de films d'animation. Tu as créé la société Prima Linea avec Christophe Jankovic. On peut dire que tu as valorisé le cinéma d'auteur aussi, que tu as mis, tu as mis des vrais auteurs en avant. Alors la liste est longue, c'est pour ça. Tu as mis Solota Ref, notamment, Richard McGuire, Marie Caillou, François Chalet, Blutch, Charles Bunce, Matotti dernièrement, et un certain regard, il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire en 2016, tu as coproduit La Tortue Rouge de Michael Dudoc de Witt, qui a notamment gagné le prix du jury dans la catégorie Un certain regard à Cannes. Je crois que les images vont beaucoup parler, donc je laisse le jeune homme nous passer les extraits de tes films. Donc La Tortue Rouge, puis Peur du Noir, puis U.
Tu me trouves comment? Comment ça, comment? Pas grande. Oui, mais grande comment? Comme une princesse qui a beaucoup grandi. Et mes jambes? Tu trouves pas qu'elles ont grandi? Tu m'embêtes, Mona. Arrête un peu de penser à toi. Quand ce sont pas tes jambes, ce sont tes oreilles. Quand ce sont pas tes oreilles, ce sont tes cils ou je sais quoi. Y a pas que les trucs qui poussent dans la vie, Mona. T'as vu mes ongles? J'ai arrêté de les ronger comme tu m'as dit, alors ne me fais pas de reproches. Ils sont beaux maintenant. Je veux dire, leur forme est belle, tu trouves pas? Je vais faire un tour. Il est déjà tard et je déteste être enfermée trop longtemps le matin. Réponds-moi d'abord. Regarde-les mieux. Reste. Où tu vas? Je vais te laisser parler. Je vais te poser une toute petite question, comme ça chacun peut prendre un tout petit peu la parole. Il y a comme une référence, non? Tu veux en parler sur le... Comme quoi le cinéma d'animation fait des clins d'œil quand même au cinéma dit de live, puisque j'ai appris ça, quand on fait du cinéma d'animation, quand on parle des autres films, on dit du live. Voilà. Oui, on dit du live, ouais. Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est que des fois, les gens du live, quand ils veulent séparer l'animation du live, ils disent un vrai film. Voilà, ça m'agace toujours. Parce que c'est encore plus de travail. Et puis le travail d'origine, c'est quand même le scénario d'abord. Et après, nous, en plus, on a les dessins. Je me souviens plus comment c'est arrivé, parce que c'est il est sorti en 2006, donc on a dû le commencer en 2002 ou 2003, donc c'est assez vieux. Mais c'était pas dans le scénario, l'hommage à Godard. En fait, c'est en storyboardant... Serge Elissal a fait ça pour rigoler et Solotareff s'est marré et nous on a trouvé ça formidable, donc ça s'est fait pendant le processus du film, c'était pas écrit dans le scénario. Donc le mépris, hein, pour ceux qui la référence au mépris. Ouais. Et ça, toi en tant que productrice, quand ils arrivent en mettant un petit peu un bordel, en disant on va changer à peu près tout ce qui avait été prévu, tu l'acceptes? Ah bah si c'est bien, évidemment. Donc si c'est Godard, ça va. Oui, non, mais c'était drôle, un clin d'œil comme ça, un film pour enfants. Mais aujourd'hui, je crois qu'on pourrait plus le monter financièrement. C'est une chronique adolescente. Et par exemple, aux États-Unis, ça a fait un tollé au Festival de Toronto parce que, comme Solotareff fait des grands nez, tout ça. Donc, c'est Isid Lebesco qui joue Mona, qui est une adolescente insupportable, et c'est Sanseverino, un chat rouge. Et ils vont tomber amoureux. Et puis, à un moment, il y a une scène où il dit « Je peux t'embrasser ?» Elle dit « Je sais pas », tout ça. Puis, des fois, elle dit alors, il dit non. Et puis, elle fait... qu'est-ce qu'elle dit au juste? C'était des fois, on dit non, mais on a envie de dire oui. Et en fait, ça a fait un tollé. Ils ont arrêté la projection parce qu'ils ont dit que c'était un appel au viol. Et le film n'est jamais sorti aux États-Unis parce que, soi-disant, les nez étaient phalliques et tout. Les nez sont phalliques. Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là et passer à Vincent Patard. Voilà. Je pense que c'est très bien, c'est une très bonne accroche. Donc Vincent, donc Patard, qui nous vient de Belgique. Déjà, voilà, faut le stipuler. Donc déjà, je te remercie parce que grâce à toi, j'ai compris qu'on pouvait faire peut-être une carrière dans l'industrie du cinéma et garder sa crête. Donc à titre personnel, c'est important. Alors, toi, tu travailles beaucoup avec, voire essentiellement avec Stéphane Aubier, que tu as rencontré pendant tes études, je crois, à Bruxelles. À Liège. Ah oui, d'abord à Liège, pardon, autant pour moi. Vous avez créé, je crois qu'on peut le dire, une série culte qui s'appelle Panique au village. Vous en avez fait après un long métrage. Par ailleurs, ça ne vous empêche pas de travailler avec d'autres réalisateurs, notamment sur Ernest et Célestine, avec Benjamin Renner, qui a eu un succès tout à fait retentissant, et le film est absolument charmant. Et de gagner alors des prix absolument partout, donc c'est pour ça la liste est très très longue. Et puis voilà. Et peut-être qu'on voit d'abord un extrait de tes films. Oui, je vais juste préciser que depuis quand même pas mal d'années aussi, on travaille plutôt en trio maintenant avec Vincent Tavier qui produit aussi les films et co-écrit aussi les scénarios avec nous. Et voilà, donc on est plutôt à trois. Mais la collaboration, quoi. Ouais, ça c'est sympathique. Et on peut lancer l'extrait. Merci.
Donc l'extrait de la bûche de la rentrée des classes d'abord, pardon, et après la bûche de Noël. C'est le grand jour, cowboy! Allez vite, Indien! Dépêche-toi! Allez! Allez vite! On a 15 minutes, juste le temps de faire des sandwichs! Ah, j'ai trouvé le fromage! J'en ai sur ton père! Oui. Et ça, on prend. Ah, c'est bien, vous êtes déjà levé. Ben oui, on part! Eh? On a notre avion dans 1 heure! Ça? Comment ça? Indien, t'as pris des yaourts aux fruits? Oui. Eh, minute, hein, les gars. Prends ça. Je crois qu'il y a un problème. Hein? Quoi? Quoi? On est le 1er septembre, c'est la rentrée des classes. Vous devez aller à l'école. À l'école! Mais cheval, c'est impossible! On doit absolument partir! Regarde! On a réservé nos vacances sur un grand bateau! Oui! Désolé, les gars. Ce sera pour une autre fois. Ah! Montez chercher vos cartables. Et ne traînez pas, le bus va bientôt arriver. Moi, je vais finir vos sandwichs. Oh, c'est pas juste! C'est pas juste! Ah mais nous, Indien, le fourchette, c'est à Mais gauche! pas du tout, cowboy! Pousse-toi! Mais pousse-toi, tu ne Arrête connais de pousser, rien! ouais. Viens ici! Oh, non. Allez, tu vas voir ça! Je vais te péter la figure! Ouais, ça suffit, Indien! Et voilà. Cheval! C'est pas vrai! Ma bûche. On l'a pas fait exprès! C'est pas de ma faute! Excuse-nous. C'est On l'a pas fait exprès! C'est à cause d'Indien! Il voulait mettre couvert à gauche, et moi je lui ai dit que c'était pas bien! Et il s'est fâché! Et alors il m'écoutait pas! Alors c'est pour ça que... Allô? Est-ce que vous pouvez me passer le Père Noël? Oui? Chef, téléphone pour vous. Oui, allô, j'écoute. Ah, bonjour, Père Noël. Ah, cheval. Ouais. Je vous appelle pour vous demander de ne pas déposer les cadeaux de cow-boy indien dans la cheminée. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont cassé ma bûche, tiens. Bah, merci pour ce moment. Je crois qu'on peut, voilà, on peut te remercier. Et je crois que c'est toi qui fais les voix avec Stéphane Aubier. Qu'est-ce que vous aviez pris ce jour-là en fait? Comment c'est arrivé en fait, Bah, les voix, en fait, avec Stéphane, au début, quand on a commencé à faire de l'animation à la Cambre, assez naturellement, quand on faisait les storyboards, on imaginait déjà les voix et voilà, on a commencé à... Et puis voilà, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc on faisait tout nous-mêmes. Et puis on a gardé ça. Et c'est vrai que en fait, quand on écrit les storyboards, on imagine déjà les sons et les rythmes, et donc, bah voilà, ça nous aide beaucoup pour quand on fait l'anime et tout, on est déjà dans le. Et voilà, on restait sur. Voilà, on aime bien mettre nos voix sur certains personnages. On adore voilà, aussi. C'est comme ça moi j'ai commencé Cheval et voilà, je suis resté là-dessus. D'accord. Et c'est très bien pour nous, ouais. Et alors, pardon, je suis complètement pas du tout organisée. Ah voilà, Céline Deveau. Voilà, bonjour. Alors Céline Deveau, tu fais partie, j'ai appris il n'y a pas longtemps, des 1% de filles qui réalisent des films animés. Donc c'est pas... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 1% c'est assez fou. Donc on est vraiment content de t'avoir parce que... 1% Vraiment de réalisatrice? Ouais, de réalisatrice, ouais. Oh merde. Putain. Ouais. Et donc non, vraiment, c'est précieux que tu sois là. Ok. Donc, toi, tu l'as fait l'ENSAD, c'est ça? Oui. Un film de fin d'études qui s'appelle Vie et mort de l'illustre Grigori Efimiovitch Raspoutine. Oui. C'est ça. Tout à fait remarqué, d'ailleurs. Puis après, le non moins remarqué Repas dominical, avec Vincent McCain qui hurle dans un micro et qui nous fait du bien, qui a été quand même César du meilleur cours d'animation, Grand Prix à Clermont, et j'en passe, parce que justement, voilà, on va pas faire. Et tu viens de finir Gros Chagrin, qui a eu quand même le Grand Prix à Venise, c'est ça? Oui. Ouais. Où là, tu mélanges animation et prise de vue réelle, et notamment avec Swan Arlo et Victoire Dubois. Voilà. Et tu es sélectionné à Clermont-Ferrand. Oui. Ouais. Bon, eh ben, je crois qu'on peut voir la bande-annonce. Merci. En fait, attendez, je vous préviens, pardon. C'est un petit problème de DCP, donc entre les deux extraits, il va y avoir 40 secondes au noir où on m'a dit que je n'aurais pas le droit de parler pour animer cette salle. Donc voilà, vous aurez le droit de penser à ce que vous avez vu. Alors lui, bon, il les trouve drôles,
Mais son père, il ne les supporte pas. Ah! Il est toujours très gêné quand on parle de son fils comme ça. Et puis, il en a marre de ces vieilles connes qu'on invite au repas du dimanche depuis des années. Alors il boit et boit encore. Jean sait que son père est désormais assez ivre pour parler. Il va lui dire que pour lui, c'était différent, qu'il était étudiant quand il a rencontré maman, mais que lui, Jean, il a le temps avant de se décider. Et il lui parle de tous les tabacs qui ont été rachetés par les Chinois dans le quartier. Et il dit que les enfants, c'est important, même si c'est des accidents. Enfin bon... Et t'as vu tous ces foutus lampadaires qui nous ont mis sur l'avenue quand je pense que c'est mes impôts qui payent ça? Jean sait que son père essaye de lui dire quelque chose, mais il n'y parvient pas. Mais il lui en veut pas. Il continue à parler en faisant semblant. Et parfois aussi c'est agréable. Jean est fatigué. On lui parle d'embouteillage et de tupperware. Il regarde sa grand-mère qui ne dit jamais rien. Elle doit se dire que les sodomites ont bien changé depuis les années 50, où ils faisaient leurs affaires dans leur coin, sans embêter personne. Ou peut-être qu'elle est morte, parce qu'elle ne bouge presque plus depuis le poulet. Jean a beaucoup trop mangé. La mélancolie de l'après-midi commence à le gagner. Il voudrait partir. Il songe à des rivages, à des rêves d'expédition, de panorama. Il est définitivement saoul. Tu viendras dimanche prochain? On lui dit que si seulement il pouvait venir plus souvent tout de même. Tu viendras dimanche prochain? Tu viens dimanche prochain? T'as raison, je crois que mes parents ils t'aiment pas. Ils pensent que t'es con. Ils me l'ont dit d'ailleurs. Ils m'ont dit Jean est con. Gros con. Ils sont pas accueillants. En fait, on se sent pas vraiment désiré, tu vois. Pas des gens aimants. Y a pas d'amour dans ta famille. Jean est chiant. Jean fait des caprices. Jean se plaint. Jean à la plage. Jean à la piscine. Jean peut plus. Mais tu fais des caprices. T'arrives en week-end, tu fais la vaisselle. Putain. Et sinon, tu te masturbes? Quoi? Non, parce qu'en fait, c'est pas ça. Je me demande quand tu le fais. Non, je sais pas, à la maison? Tu regardes des images ou... Moi, je trouve ça assez beau, hein, cette relation fraternelle qu'on a. Tu sais, on dit qu'il faut la moitié d'une histoire pour s'en remettre. Toi, ça faisait combien de temps? Joyeux anniversaire! Eh, comment ça va, toi? Comment ça va, toi? Comment ça va? Comment ça va, toi? Le plus dur, c'est le début. Et après, tu vas voir. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Non, je sais pas si elle a un copain. Je te le dirai pas, de toute façon. Pas du tout. Tu penses que ça va t'affaiblir, en fait, ça te rend plus fort. Moi, je suis resté avec un mec 7 ans.
Jean est obsédé par le dernier week-end qu'il a passé avec Mathilde. Si elle était là, à la fête, ils se disputeraient. Moi je te le dis par expérience, tu devrais faire du yoga. Premier amour, amour de jeunesse, c'est dur. Je comprends. Non, moi, je suis resté avec un mec 7 ans. Faut pas pleurer, faut baiser. Ou les deux, pas en même temps. Ah ouais. Moi je couchais avec un mec, il a pleuré avant, après et pendant. Et c'était horrible. Tu devrais faire du yoga. Jean attend toute la soirée que Mathilde lui envoie un message. Et lorsqu'il le reçoit, il est déçu. Tu m'as dit tout à l'heure que tu travaillais seul souvent, mais là, sur le dernier, tu avais une équipe technique. T'as fait quoi alors ? Bon, alors du coup, j'avais une équipe technique pour le tournage, donc le vrai tournage. Et c'était bien, j'avais une petite équipe avec des gens qui étaient... Enfin, j'ai eu de la chance, les gens étaient vraiment géniaux et ça m'avait un peu bizarre. C'est bizarre d'avoir à concerter autant de gens avant de prendre une décision, en fait. Oui. Je suis pas habituée à ça, moi. Donc, mais c'était intéressant parce que on perd aussi un peu de son orgueil, je pense. On apprend à faire confiance. Enfin, voilà. Et puis, il y avait clairement des choses que je ne sais absolument pas faire. Enfin, ça aurait été débile de vouloir les remplacer. Donc, c'était une expérience très enrichissante, en fait, au final. Oui, ça te plaît, le live, comme on dit ? Oui, c'était très bien. C'est une bonne nouvelle. Et alors, on va passer à Claude Barras. Alors, toi, tu nous viens de Suisse. Voilà. Alors, l'année dernière, tu as réalisé, et il a été vu à Cannes, notamment à la quinzaine des réalisateurs, Ma vie de courgette. Avant ça, tu es passé par des courts-métrages, dont Le génie de la boîte de raviolis. J'apprécie beaucoup le titre. J'aimerais qu'on souligne un peu l'audace de ce titre. Et Ma vie de courgette, alors, qui a été plus qu'un succès, qui est l'adaptation, si je ne me trompe pas, d'un livre qui s'appelle Autobiographie d'une courgette, c'est ça ? Et qui a été adapté par Céline Sciamma au scénario. Et alors là, les prix obtenus, alors César de la meilleure adaptation, César du meilleur film d'animation, European Animation Award, Cristal du long métrage du Festival d'Annecy, prix du public au Festival de Saint-Sébastien, prix du public au Festival... Enfin voilà, donc en fait on s'en sort plus. On peut dire que ce film a été plus qu'apprécié, plus que vu en France et à l'international. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, un petit extrait. Voilà, ça va ? Voilà. Suivant. Bonjour. Tu viens t'asseoir ici ? On va juste te poser 2-3 petites questions. Ma maman m'a dit que je devais jamais parler aux inconnus. Bon, ça te plairait de jouer dans un film ? Ah ouais, comme Shrek. Ouais, moi je sais pas péter, je sais te rater. Tu fais ça bien, dis donc, hein ? Tout le monde se fout de ma gueule à l'école, alors... sauf Salah, mais Salah, il rigole toujours pour tout. D'accord. Et tu connais un petit peu l'histoire ? C'est l'histoire de... Il y a des enfants qui sont dans un foyer, et puis... Courgette, sans faire exprès, il tue sa maman, et puis après, il se retrouve dans le foyer, et il rencontre la fille du policier, et puis... après ils se font des bisous, comme ça ils sont amoureux. Et puis après le policier il l'adopte à la fin. Et puis toi par exemple, si on te demandait de jouer à un enfant qui a plus de parents ? Depuis que mes parents ils sont divorcés, ils s'aiment plus, et puis ils ont des problèmes comme ça, et puis je sais pas. Des fois je suis un petit peu triste à l'intérieur. Je peux vous poser une question, monsieur ? Ouais, vas-y. C'est vous qui avez choisi le nom de Courgette ? Ah non, c'est pas moi, ça c'est dans le livre. C'est sa maman dans le livre, elle appelle son garçon Courgette. Tu vois ? Ça te plaît pas, Courgette ? Courgette, c'est un peu pourri, Courgette. Ça fait fille. Ah.
On fait, hein. C'est moi qui ai pris dans le film, je peux changer de nom? Comment ça fait fille? Cornichon, oui. Allez. Bah, merci, parce que ça, c'est ce qu'on appelle un teaser, donc on ne l'a pas forcément vu en salle. Oui, c'est un film qu'on a fait en 2009 pour à la fois tester les marionnettes, le système de mise en scène et surtout ces grosses têtes, voir si ça tenait la route à l'écran. Et puis ensuite, ça a servi d'outil de financement pour le film. Ouais. Et c'est inspiré de Jean-Pierre Léaud, les interviews qui avaient été faites pour les 400 coups que j'avais vues dans le bonus DVD. Et du coup, voilà, je me suis inspiré un petit peu de ça. On peut dire que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on s'attache à Courgette très très vite, faut dire. C'est assez. Bah, les Sherman distribuent des prix, donc c'est le moment. Donc tu as encore un prix. On s'en lasse pas. Alors, maintenant que les présentations sont faites, c'est vrai que quand on parle de films d'animation, on va évidemment parler de technique, et on voit que vous en avez des différentes chacun et que vous avez employé différents supports. Mais c'est avant tout des films. Et des films, il y a un désir de les faire. Est-ce que vous pouvez vous nous parler de ce désir initial qui vous a pris sur des processus au long cours? Parce qu'un film d'animation, c'est quoi? Minimum 3 ans? Allez, à la louche. 3 ans en fabrication. Et on parle même pas d'écriture. Donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir un fort désir pour ce qu'on a envie de raconter. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que je distribue la parole ou est-ce qu'on se lance? Vincent, je te sens OP. Allez. Bah, oui, de toute façon, le départ, c'est vraiment l'envie de raconter des histoires. Et donc, ça démarre sur des idées graphiques. Stéphane et moi, souvent, les idées, elles viennent sur des idées de mise en scène, enfin de petites scènes comme ça qu'on imagine. Dans le cas de Cowboy et Indien, oui, on imagine toujours des petites histoires et on développe très vite directement en storyboard. Et quand on est assez loin, Vincent revient sur les choses, il commence à écrire, on revient sur une version écrite pour un petit peu structurer les choses, et puis voilà, quoi, ça se fait vraiment une espèce de stratification pendant quelques mois. Et c'est vrai que maintenant, là, avec les systèmes des 26 minutes, on a trouvé un rythme et un format qui convient bien à Cowboy et Indien, parce que c'est vrai que la version long métrage, du coup, on a un peu, avec le recul, l'impression que c'est 3 26 minutes qui sont collés les uns à la suite des autres. Et donc voilà, je pense que là, parce qu'on venait d'une série où c'était 20 épisodes de 5 minutes, et puis petit à petit, on avait quand même envie de faire des trucs un peu plus longs. Et enfin voilà, donc c'est pour ça qu'en passant directement au long, après en revenant au 26, je pense qu'on a trouvé le format idéal pour ce genre de technique, en tout cas, qui est quand même un petit peu... moi, j'ai toujours un peu le sentiment qu'avec Panique au village, on a un petit peu le chaînon manquant entre le dessin animé traditionnel et la stop motion, parce qu'il n'y a pas de manipulation vraiment directement devant la caméra, image par image. Les personnages sont déjà préparés au préalable, donc vraiment comme des dessins sur des cellos, avec toutes les attitudes des différents personnages. On a une banque de données et on joue avec ça devant la caméra. Donc c'est vraiment de l'animation qui est faite par substitution. Donc voilà, pour revenir à l'histoire, ça prend vraiment... je vais dire, c'est pratiquement la partie qui prend le plus de temps, parce qu'on passe à différents stades jusqu'à l'élaboration d'un animatique, où là on a vraiment une maquette du film et vous écrivez tous les deux? Production. Pardon. Vous écrivez que tous les deux ou on écrit à 3, quoi, avec Vincent Tavier, oui. D'accord. Et donc c'est un ping-pong? Oui. Vous engueulez un peu? Non, pas très souvent, non. Ça n'arrive jamais, en fait. Voilà, c'est fait. Donc en fait, ça se passe bien, c'est rare, mais en même temps, c'est précieux. Et l'élaboration, par exemple, d'un 26 minutes à l'écriture, ça te prend beaucoup de temps, ou
T'as des retours aussi des producteurs ou pas? Mais ce qui prend du temps, c'est souvent les démarrages pour mettre les, parce qu'il y a souvent beaucoup, ça grouille de partout et donc après on doit, ce qui prend du temps après c'est vraiment élaguer et vraiment mettre tout en place quoi pour une fois qu'on a un animatique qui est vraiment qui nous plaît et déjà avec une bande son, des rythmes et après, ce qui prend du temps aussi, c'est le montage financier, et, tous ces machins un peu. On va en parler avec Valérie Sherman qui a déjà Après, déçu. quand on a le feu vert pour la prod, il n'y a plus qu'à faire et c'est un que processus du bonheur. Tu aimes l'écriture? Oui, évidemment, oui, c'est oui. Tout se met en place à ce moment-là. On a déjà on a des idées déjà précises dans la tête à ce moment-là, au niveau de l'écriture. Et Céline, toi, parce que tu fais des films assez seul d'habitude. C'est toi qui les écris? Tu les écris seul? Oui, j'écris seule. Et après, comme je travaille seule sur l'animation, j'ai la chance de pouvoir réécrire en travaillant sur les images du film. Donc, je disais tout à l'heure justement que le tournage il y avait eu une frustration, c'est que je m'étais retrouvée avec toutes ces images tournées d'un dialogue que j'avais trouvé hyper bien quand je l'avais écrit. Et en fait... en le regardant, je me suis dit, putain, c'est nul. Et j'étais coincée avec, il était tourné, j'avais les images et je pouvais... Voilà. Bon, j'ai trouvé une solution, je l'ai remplacé par autre chose. Mais comme je dessine seule, si jamais il y a une scène à laquelle je tenais vraiment, que je pensais être pertinente, et qu'en fait, en dessinant, je me rends compte tout à coup que elle est un peu explicative, qu'elle amène pas grand-chose, je peux juste tout changer seule, quoi, sans avoir à en parler à quiconque. Personne n'est au courant. C'est pas mal. Et l'idée de repas dominical, par exemple, elle t'est venue comment? Comment t'as eu cette idée du repas, de ce dimanche, de cette famille, de cette intimité aussi qui est précieuse, que tu nous donnes? Du coup, je l'ai écrit à la sortie de l'école. En fait, c'était censé être une comédie musicale. Bon, c'était un peu trop compliqué. C'est raté. Ça s'est pas fait. On a écrit, j'ai chanté des chansons et tout. J'ai des gros dossiers chantés par moi et tout, horrible. Mais en fait, je voulais, je sais pas, j'entrais dans cette espèce d'âge soi-disant adulte. Tout à coup, j'étais censée être responsable et tout. Et évidemment, je l'étais pas du tout. Et je m'étais rendu compte que il y avait soudainement, qu'en fait, soudainement, on était un adulte parmi les adultes, en tout cas selon le statut qu'on avait obtenu. C'est un bruit hyper bizarre, non? En fait, c'est une interférence avec, je pense, ton portable ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est bon, là? Oui, c'est mieux. Ah, écoute, cool. vas-y. Non, ça commence. Alors, je vais sortir ton photo. Merci. Vas-y, pas. Ouais, voilà. Et que du coup, en fait, une fois qu'on est soi-disant donc cet adulte, quand on retourne en famille, comment dire, la famille se construit sur une sorte de système de mimétisme dans lequel on se dit qu'on partagera à peu près les mêmes opinions ou ce genre de choses. Et puis tout à coup, avec ce nouveau statut-là, on est un adulte parmi les adultes et on peut tout à fait se rendre compte que, je sais pas, que les gens les plus proches de nous, on s'entendrait absolument pas avec eux si on les rencontrait dans notre vie d'aujourd'hui, quoi. Mais la famille étant la famille et ces liens étant assez indestructibles, on est bien obligé de se les taper, quoi. Et c'est assez beau parce que c'est un niveau de sacrifice en fait qu'on fait pour ces gens-là, qu'on trouve nulle part ailleurs, parce que nos amis, on peut les quitter quand on s'entend plus avec eux. Les gens qu'on aime, dont on tombe amoureux, on peut aussi les quitter. Et la famille, même quand on s'en sépare pour de bon. D'ailleurs, souvent les gens qui sont en rupture familiale sont très mal vus, ce que je trouve extrêmement cruel, parce qu'il y a souvent une très bonne raison. Et d'ailleurs, même s'il n'y en avait pas, ils ont tout à fait le droit. Mais c'est considéré comme monstrueux dans la société d'aujourd'hui de rejeter sa famille, quoi, ou de ne pas l'avoir. Et donc, ça donne des situations de compromis, mais extrêmes, quoi. C'est extrême. Enfin, le rapport que Jean a à ses parents, c'est justement, c'est pas le cliché entre guillemets de ah, t'es pas comme on voulait, ou on s'entend pas, ou je sais pas quoi, donc on va s'engueuler. C'est on va faire en sorte que ça se passe bien, parce que sinon, et c'est plein de petites attentions hyper maladroites, et plein de déclarations qui fonctionnent pas, et de tentatives de montrer son affection qui fonctionnent pas, et je trouve ça fragile et assez beau, quoi. Même si, bon, sur le moment, c'est pas si drôle que ça, mais voilà, je trouvais ça intéressant. D'accord.
Et toi, Claude, c'est un autre processus. Comment vous avez écrit alors Ma vie de courgette? Comment ça s'est passé? Alors moi, déjà, auparavant, pourquoi je faisais des courts-métrages et j'ai toujours travaillé avec Cédric Louis qui écrivait les scénarios et moi je m'occupais plus de la fabrication du film. Au début en dessin pratiquement seul et puis ensuite on a commencé à faire des films en stop motion donc avec une petite équipe. Et c'est Cédric qui est arrivé un jour avec ce livre en disant ça pourrait être intéressant pour un long métrage. Et je pense que ça m'a, avec du recul, en cherchant, je pense que ça m'a ramené à des films comme Rémi sans famille ou Heidi qui m'avaient touché moi enfant. Et du coup, comme c'était un genre qui était plus tellement en vogue, je me suis emparé de cette histoire pour la raconter. Ensuite, il y a eu plusieurs niveaux d'écriture. Déjà, il fallait choisir les personnages, les scènes, retrouver une histoire dans le livre, et puis surtout écrire les dialogues, puisque le livre est un monologue à la première personne. Et donc, il y a eu plusieurs auteurs, plusieurs couches, jusqu'à arriver à Céline Sciamma par mes producteurs qui a repris le tout et qui en a fait le scénario du film. D'accord. Donc en fait c'est une adaptation et le travail d'adaptation c'est un travail difficile, c'est aussi de la trahison mais pour rendre justice à ce que ça raconte ou pas du tout Oui, je pense que Gilles Paris voulait pas travailler sur l'adaptation. Assez justement, il est agent pour d'autres auteurs littéraires. Et il a remarqué que chaque fois qu'il y avait des auteurs qui travaillaient sur l'adaptation de leur propre film, c'était souvent très compliqué et ça finissait souvent avec des avocats. Donc il a dit, moi je sais pas écrire de toute façon pour le cinéma, donc je vous laisse faire ce que vous voulez avec le film, mais ne trahissez pas les personnages. En gros, c'était un peu la seule... Et c'est ce je crois qu'on a réussi à faire avec le film. Et toi Valérie, parce que on dit souvent que le processus d'un film d'animation c'est quand même très très long, hein, donc plus de 3 ans la plupart des cas. J'imagine que choisir un auteur et choisir un sujet, ça se fait pas comme ça sur un coup de tête. Quoique, bon, on va en apprendre. Quoique. Sur quoi tu pars en général en fait, pour faire ces films? Maintenant, j'aurais pas, avec l'expérience. Je crois, mais après, l'avenir me fera peut-être dire le contraire. Mais aujourd'hui, je préfère travailler sur les scénarios, des idées originales que sur des adaptations. Non pas que c'est mieux ou moins bien, enfin, c'est que c'est beaucoup plus difficile. Il faut se dépatouiller du bouquin. Et ça, j'ai vu les scénaristes, c'est vraiment un exercice difficile. Là, le film qu'on est en train de produire, c'est en plus un monument de la littérature italienne, c'est Dino Buzzati. Et pourtant, on n'a pas des manches au scénario du tout. C'est Thomas Bidguin, Jean-Luc Fromental. Et ça a été vraiment, vraiment difficile. Les ours, la fameuse invasion des ours en Sicile. Et finalement, ils ont trouvé une idée formidable, mais c'est là, c'est-à-dire qu'il faut réinventer. C'est plus qu'une adaptation, c'est une interprétation. Il faut réinventer. Je sais pas comment vous avez fait sur Courgette, mais là, en plus, là, le Buzzati, c'est tout l'humour, tout le sel de l'histoire vient du narrateur, donc de Buzzati, qui raconte l'histoire. Et on pouvait pas mettre une voix off tout le long du film. Et ils ont trouvé une idée formidable, c'est d'inventer un ménestrel qui raconte des histoires. Mais du coup, on est rentré dans une complication, c'est on est avec ce ménestrel et une petite fille qui l'accompagne, et on doit rentrer dans l'histoire que racontait Buzzati, revenir. Ça a été un très 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 long chemin. Et il faut faire très attention. Ce que je reproche des fois au cinéma d'animation en général, c'est que on a tendance à penser que comme c'est en animation, on peut faire des tas de trucs. C'est pas vrai. Et ça aussi, c'est un truc d'expérience, c'est que si le scénario il marche pas, ça marchera pas. Voilà, ça c'est exactement, un film, c'est un film, et après on se dit on va ranger ça à l'animatique, alors rebelote. L'animatique c'est une horreur, et
Et ce qui ne marche pas à l'animatique ne marchera pas dans le film. Voilà. Et je trouve qu'on a plus de liberté, même si c'est plus dur pour l'auteur, d'écrire une histoire originale. Voilà. D'accord. Et par exemple, Peur dure noir, parce que c'est un film particulier qui a été fondateur pour ta maison de production et puis pour l'animation en règle générale. Comment c'est parti? Parce que est-ce que tu peux nous raconter en fait et expliquer un peu aux gens l'histoire de Peur du noir? C'est moi qui ai initié ça. On a failli déposer le bilan. En fait, moi, j'adore le dessin noir et blanc depuis toujours. Et comme j'étais agent d'auteur, j'avais très envie de faire un film qui fasse peur, en fait, en animation, et pas pour les enfants. Donc, comment ça s'est passé? En fait, j'en ai parlé à plusieurs auteurs avec qui je travaillais. Et ah non, mais au départ, en plus, c'est même pas vrai. C'était pas ça. C'est que voulait faire un film qui faisait peur, mais on n'avait pas décidé que c'était en noir et blanc. Et en fait, les auteurs avec qui j'en ai parlé, dont c'est tous ceux qui l'ont fait finalement, à part les Dupuy-Berberian qu'on lâchait en cours de route, pour des raisons tout à fait positives, hein, très amis. En fait, comme c'était des auteurs de bande dessinée, ils ont envoyé la trame de l'histoire en petit synopsis assez court. Et très très vite, évidemment, ils m'ont envoyé du board. Et ils ont découpé tout de suite en dessinant. Et c'était évidemment, comme c'était décrayonné, c'était en noir et blanc. Et c'était tellement beau, tous ces traits différents, ces noirs et blancs, ces graphismes hyper forts, qu'on s'est dit, bon, on va le faire en noir et blanc, pourquoi on va s'emmerder avec la couleur? Et voilà, c'est venu comme ça. 11 auteurs, hein. C'était compliqué parce qu'il y a 6 réalisateurs, mais il y avait aussi 5 scénaristes. Mais ça a été une folle aventure. Ah oui, et ce qui a beaucoup compté sur Peur du noir, c'est qu'au départ, ça devait être vraiment 6 courts-métrages à la queue leu-leu. Et puis, on a la monteuse, je crois que c'est venu d'elle. J'espère que je ne raconte pas une autre histoire, mais je crois que c'est vrai. Je crois que c'est venu de Céline Kelly-Pikis. A dit, mais si on les mélangeait? Oh, elle est folle celle-là. Et en fait, elle a fait des essais, ça marchait bien. Sauf pour certains films, on ne pouvait pas les couper. C'était vraiment tout ça, c'était sur les storyboards montés en animatique, hein, ça ne bougeait pas encore. Et certains films, on ne pouvait pas les hacher parce que c'était foireux, quoi. Et finalement, on arrive à quelque chose, mais après, on s'est dit, mais comment on va communiquer? Parce que c'était déjà très, très dur à financer, évidemment. Et comment on va communiquer pour que ce soit un tout, que ce soit juste un film? En plus, c'était mélangé, ça s'était jamais fait. Et l'idée, ça a été de demander à Étienne Robial de nous créer une identité visuelle. Et ce qu'il a fait, il a créé une typo. Et en plus, comme il avait... C'est lui là, qui a créé l'identité visuelle de Canal+. Il avait vachement l'habitude de décliner l'identité visuelle. Et donc, il nous a fait toute une identité aussi papier pour les dossiers, pour aller chercher l'argent en Europe, dans les chaînes, etc. Et je crois que ça a aidé... Je ne crois pas, j'en suis sûre, ça a aidé énormément parce que ça a fait que c'était qu'un seul film. Et aujourd'hui aussi, d'ailleurs, tous les interstices et tout... Et ça, c'est un truc qu'en France, on n'utilise pas assez, mais pas seulement dans l'animation, mais aussi en prise de vue réelle, c'est la direction artistique. Et Étienne, il a été le directeur artistique de Peur du noir et il a apporté énormément aussi. La direction artistique, c'est vous qui la faites, vous trois. Enfin, toi, quand tu collabores avec d'autres personnes, c'est vous qui partez de vos envies graphiques. Chez nous, oui. Oui, on a mais en même temps, on a des amis qui nous suivent depuis très longtemps, qui nous donnent qui nous permettent aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Mais oui, on a quand même, une idée quand même assez globale
Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'animation, on le travaille et le graphisme et le scénario de concert, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus dur pour financer. Les gens demandent, ce qu'on ne demande pas aux gens normalement quand ils font des films, de présenter à la fois l'univers visuel comme s'il était presque déjà fait, et le scénario, ce qui est un peu double peine, ou en tous les cas double difficulté, pour les gens qui veulent passer à la réalisation des films d'animation. Comment vous avez procédé, vous, sur et l'écriture et l'élaboration graphique, en fait, de vos films? Alors là, le film pilote, c'est justement ça. C'est un moment, on a trouvé un peu d'argent pour développer le film, et donc on a fait ce petit film pilote qui sert au financement, mais qui sert aussi à partir des dessins, du concept de base, à voir si ça tiendra la route, à voir combien de secondes on arrive à animer par jour, et à mieux cerner le pacte que tu passes avec le producteur, finalement, puisque le producteur, il va arriver à faire un budget en fonction de la vitesse à laquelle on fabrique, et en même temps, le film a servi plusieurs fois, puisque quand même ça a été long et difficile, mais c'était une super belle aventure, mais ça a été quand même assez dur de réaliser le film. On n'allait pas assez vite au moment de Ma vie de courgette. Mais du coup, ce film pilote servait un peu de pacte au niveau de la qualité aussi artistique. Et je pense que du coup, c'est vraiment un bon outil avant de démarrer un film que de faire ce premier test. Ouais. Et après, la direction artistique, moi, je la partage un peu comme vous. Ça fait longtemps que je bosse avec la même équipe. Donc, j'avais une chef peintre, un chef opérateur, une chef anime, avec laquelle moi je donne plutôt des indications d'intention ou d'émotion. Et après, c'est eux vraiment qui me font des propositions que je refuse rarement, parce que c'est voilà, on a l'habitude de travailler ensemble et on se fait plaisir mutuellement. Et toi, Céline, du coup, alors, tu procèdes comment, toi? C'est à partir de dessins, de notes, Alors, du coup, en termes de direction artistique... Ouais, c'est-à-dire comment simplement, c'est ton dessin et tu te dis, voilà, au fil des dessins, ça va finir par raconter quelque chose, ou... En fait, le truc, c'est que, du coup, moi, quand j'écris, je dessine en même temps, donc de toute façon, c'est lié dès le départ, c'est avec des croquis et tout. Et après, l'étape des financements, et effectivement, quand on demande des financements pour un film d'animation, c'est effectivement un sacré... Voilà, c'est un gros truc, quoi. Mais c'est pas mal parce que, je pense même, comme pour tous les films, ça oblige un peu à préciser sa pensée, à se rendre un peu présentable, quoi. Puis on ment, c'est intéressant aussi. Alors, c'était quoi ton plus gros mensonge? Non, mais je sais pas, t'es obligé de rendre un truc quand même qui a l'air à peu près crédible. Donc, il y a plein de trucs sur lesquels t'es pas du tout sûr. Tu te dis, ça va passer. Ou tu fais des dessins. Par exemple, il y a une demande en termes de storyboard qui est assez importante. C'est un exercice assez pénible, le storyboard. Parce que, nous, on les fait nous-mêmes, quand même. Et c'est voilà, c'est soi-disant, tu dois tout savoir. Tu dois avoir déjà découpé ton film à l'avance, alors que tu t'en es encore très très loin. Donc j'ai beaucoup menti dans les storyboards. Ouais. Mais c'était pas mal parce que ça faisait des dessins. Puis en plus, c'est marrant parce que du coup, les gens des commissions, ils sont hyper contents. Ils ont l'impression de regarder un petit livre. Il y a des petits dessins, c'est mignon, quoi. Ils sont contents. Donc en fait, au final, ça rajoute. C'est plutôt un avantage de savoir faire ça, quoi. Mais ouais. Oui, donc du coup, je sais pas si on peut vraiment parler de direction artistique quand on travaille complètement seul comme moi. C'est un peu... oui, ça peut être moi, quoi. Je peux me dédoubler. J'en sais rien. Et toi, sur le financement, ça implique des... Non, mais ce que disait Claude, en fait, c'est pas double peine, c'est triple peine. C'est qu'on a le scénario, les dessins, et on doit faire des tests d'animation, pas pour... ça nous sert à nous, mais bien sûr, mais c'est surtout pour savoir combien ça va coûter. Parce qu'en fonction... donc on cherche comment on va animer ce dessin, et donc après le directeur de production, il doit ces tests servent à savoir pendant combien de temps on va avoir besoin de fabrication, et là-dessus de faire un devis. Et les tests d'animation, évidemment, il faut payer des animateurs, et ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc ça, c'est à tes risques. Oui, mais il y a des aides. Nous, on a vraiment de la chance en France. On se plaint vachement, on est râleurs les Français, mais quand même, on a le CNC
qui est quand même très présent et qui tiennent compte de la problématique du développement de l'animation. Et au CNC, on a quand même... on peut regarder, ça se voit, les montants d'aide au développement pour l'animation sont quand même plus élevés que pour la prise de réalisation. Ça a mis un certain temps. Il a fallu qu'ils en prennent conscience, mais maintenant, ça va, c'est acquis, quoi. Et puis après, il y a des aides régionales, mais bon, c'est 3000 balles par là, mais ça coûte plus cher que ça, quoi. Il faut... ça dépend des films, chaque film est différent, ça dépend des dessins, ça dépend des auteurs, ça dépend s'ils vont faire des animations tout seuls ou s'il va falloir prendre 3 animateurs. Mais il faut quand même compter 200-300 000 euros pour développer un film d'animation. Pour, ne serait-ce qu'avec ça, aller convaincre d'autres gens, c'est-à-dire des investisseurs aller chercher privés. Du financement, vraiment, quoi. Et ça a été un parcours, j'imagine, difficile pour vous, ou ça s'est plutôt bien passé? Ça a été comment, vos recherches de financement? Dans le cas de... Enfin, je parle toujours de Panique au village, parce qu'il y a eu d'autres trucs, mais... qui est quand même un ovni. Panique, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu, comme il y a eu les 5 x 20, les 5 x 20 sur Canal, qui a été quand même pas mal vendu à l'international, du coup, ça a vachement aidé pour financer le long. Mais je crois que on devrait faire un truc comme ça maintenant. Je crois qu'on pourrait aller dormir. C'est bizarre parce qu'on dit ça pour tous les films qui sont les trucs évolué, quoi. Ouais. Mais non, en plus en Belgique, nous pour ce genre de projet, on n'a aucun guichet pour le développement, hein. On se débrouille avec quoi? On se débrouille. En fait, c'est pour ça qu'on vient. On doit coproduire avec la France ou le Luxembourg, parce qu'en Belgique, il n'y a pas vraiment de guichet pour le développement. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Bon, maintenant, ça va, quoi. Ça fait quelques années qu'on a un peu montré ce qu'on pouvait faire. Donc, du coup, on arrive quand même à mettre des dossiers comme ça, à faire glisser des trucs. Mais officiellement, il n'y a pas encore de guichet vraiment surtout pour les projets télé et tout ça, c'est une catastrophe. Donc, je crois que ça commence tout doucement. Il commence tout doucement à se poser des questions en Belgique. Il est temps, mais c'est c'est compliqué. En France, en plus, quand on a déjà produit des films, on a le fonds de soutien, et donc on peut prendre Le fonds de soutien, c'est ce que chaque entrée au cinéma, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais globalement, ça génère un pourcentage qui va sur un compte du producteur au CNC qui peut réutiliser pour développer des films ou préparer un film, produire le film. Et donc, ça, c'est vraiment aussi une chose précieuse qu'on a en France, parce qu'en plus, quand c'est pour l'écriture ou pour le dessin, parce que là aussi, le CNC tient compte de l'animation, on a un 50% de bonus. Donc je sais pas, si on prend 100 000 euros, on va avoir 150 000 euros en fait. Donc ça c'est précieux, et c'est vrai que je crois que ça existe qu'en France. Et toi, sur le court-métrage, tu es allé voir un producteur d'abord avec une idée et quelques dessins, ou déjà tu étais très avancé? Non, j'ai commencé à écrire. Seule, et le producteur qui était Ron Diers de Sacre Bleu était déjà, on était déjà en contact. Après, pour les demandes de financement, on s'en est. Les deux derniers films ont été extrêmement bien financés. On a obtenu beaucoup d'argent pour les faire, et voilà. Après, c'est des. Je sais pas exactement à quoi ça tient. C'est toujours un peu bizarre, un peu arbitraire. Et en même temps, dans le court-métrage aussi, il y a ce truc de... la dernière fois, tu as fait même un court-métrage qui marche, on t'aidera pour le deuxième beaucoup plus facilement aussi, c'est évident. Mais c'est vrai qu'on a énormément de chance. On est vraiment au bon endroit, quoi. Je veux dire, l'animation est quand même un boulot assez cher. Avec beaucoup d'équipes techniques aussi, parce que c'est beaucoup de collaborateurs. Toi, tu avais combien de collaborateurs sur Courgette? Énormément, non? Alors sur le film lui-même, entre 20 et 40 selon les étapes de fabrication. Et ça a duré 3 ans à peu près, début de la construction, enregistrement des voix jusqu'à la post-production. Ouais. D'accord. Quand même... Et alors là, plus de manière générale, moi je trouve qu'il y a dans vos films à chaque fois quelque chose qui est très parlant et qui est très précieux, c'est la direction en fait des comédiens.
Alors, on n'en parle pas souvent en animation parce qu'on considère que, je sais pas, comme on ne les voit pas à l'image, ils n'existent pas ou quelque chose comme ça. Or, j'ai l'impression que sur chacun de vos films, et de manière très différente, en plus dans des styles très différents, il y a un travail qui s'est effectué avec les comédiens qui est très, très, très impressionnant en fait et qui donne vraiment une âme à vos films. Est-ce que vous pourriez me parler chacun en fait du travail que vous avez eu avec vos comédiens? Et comment, dans quelles circonstances? Est-ce que c'était en studio, en extérieur, dans votre chambre? Est-ce qu'il y a eu un casting, par exemple? Toi, tu as fait un casting, je crois. Oui, moi j'ai eu la chance de rencontrer Marie-Ève Hildebrand qui avait l'habitude de travailler avec des enfants et qui a déjà travaillé sur le film pilote que vous avez vu là. Et on a pris l'idée de travailler un peu à la Ken Loach, c'est-à-dire de tourner les scènes une après l'autre dans le sens du film et sans avertir les comédiens de ce qui allait passer. Ce qui a donné par exemple quand les deux petits comédiens devaient se faire un bisou sur la balançoire, comme ils ne le savaient pas, ils étaient vraiment très, très anxieux. Après ils ont eu des éclats de rire, enfin ça a donné des petites choses. Et on a tourné pendant 5 ou 6 semaines, je crois. 5 ou 6 semaines qu'avec les comédiens? Qu'avec les comédiens et des enfants qui sont non professionnels, on essaie de recréer un peu le groupe d'enfants en fonction des âges et de leur caractère, assez naturellement ce qu'il y avait dans le scénario. Et on leur jouait la scène une fois avant, et après on les faisait improviser 1 ou 2 fois et on leur ramenait au texte. Comme ça on avait à la fois des choses assez spontanées qui sortaient, qu'on a pu piquer, et puis on avait quand même la structure des dialogues enregistrés. Mais du coup, ça a été long et coûteux, mais c'était une aventure assez extraordinaire qui a nourri ensuite vraiment, ça a été la structure du film, c'était les voix. Ouais. Et donc c'est aussi Marie-Ève qui a ensuite été, dans ces 35 heures de rush, reconstruire les dialogues, remettre des hésitations, reprendre des morceaux. Ça a l'air très naturaliste, mais finalement c'est très construit. Et ensuite, on a aussi, comme on avait filmé les enfants, moi, ça m'a permis d'imaginer la mise en scène avant de faire le storyboard, donc de sentir aussi les déplacements et de voir un petit peu comment ça allait fonctionner. Et les vidéos, on a fait des banques pour chaque personnage. On a fait une quinzaine de minutes d'extraits qui allaient donner après aux animateurs la façon de bouger, de rire de chaque enfant. Donc on a un peu vampirisé ces enfants pour en faire des personnages d'animation. Oui, et tu as accueilli des accidents du réel pour après border, faire l'animatique et animer. Ce qui est un travail assez original quand même en animation. Oui, c'est pas complètement nouveau. Je crois qu'ils avaient fait ça aussi sur Fantastic Mr. Fox. Mais je pense qu'avec des enfants, effectivement, c'était peut-être assez particulier. Ouais. C'est une belle aventure. Fait baver un peu ou pas? Non. Il y en avait différents enfants, de ceux qui étaient très studieux, donc qu'il fallait un petit peu pousser pour qu'ils donnent des choses. Puis il y en a d'autres qui au bout de 10 minutes, étaient fatigués. Enfin, il fallait jouer un petit peu avec tout ça et donc, dans la journée, on avait des moments où on les enregistrait, d'autres moments où on allait jouer au foot. Enfin, il fallait trouver une bonne énergie pour que ça soit un peu une aventure pour eux et qu'on n'ait pas à les presser, mais que ça sorte un peu naturellement. Ouais. Ça opère très bien. Et toi, Céline, parce que alors, ce que fait Vincent McCain est complètement timbré, mais opère très bien. Comment s'est passé le travail avec lui en fait? Bon, déjà, pourquoi lui? Comment t'en es arrivé à lui? Et comment vous avez travaillé? Alors, quand j'ai terminé tout le film, enfin toutes les images et tout, j'avais travaillé sur une voix témoin qui était la mienne. C'était cool. Toute la journée, je entendais ma voix monotone et chiante pour faire mes trucs. Et du coup, je me suis dit, bon, là, si j'avais le choix, quoi, si je devais contacter quelqu'un que je connais absolument pas, qui était clairement hors de portée, enfin voilà, c'était mon premier film, personne ne me connaissait, enfin personne ne me connaît, mais je veux dire, encore moins à l'époque. Et donc je me suis dit, j'aimerais bien demander à Vincent McCain, sauf que je le connaissais pas, donc
Bon, bref, je me suis procuré son numéro de téléphone et j'ai un peu insisté. Il a fini par accepter. Et en fait, une fois qu'on a réussi à se voir, c'est-à-dire après des tonnes de rendez-vous ratés et tout, on a pu aller en studio et on a fait ça vraiment en 2 heures, quoi. Mais c'était vraiment bien parce que, comme c'est un excellent acteur, c'est en plus un metteur en scène, donc il a un rapport au texte très intelligent, en fait. Enfin, il s'est emparé du texte sans même... il l'a lu quelques fois, il a très vite compris quelles étaient les intentions au-delà du texte tel qu'il existait. Il a pris des libertés là où ça marchait pour moi aussi. Enfin, c'était vraiment parfait. Et comme c'est quelqu'un qui fonctionne pas, enfin qui s'encombre pas de système narratif classique, on va dire ça comme ça, bah ça a hyper bien marché, quoi. Puis alors pour moi c'était un soulagement énorme de voir mon texte un peu rudoyé, quoi. J'en avais ras-le-bol de mon texte, évidemment. Donc c'était vraiment bien. C'était vraiment très, très... J'ai beaucoup appris, en fait, en travaillant avec lui. Mais toi, à l'inverse, c'était déjà fait. C'est-à-dire que le film existait déjà et il est venu à poser sa voix après. En fait, je fais pas... Ouais, parce que je fais pas de dialogue en animation. Mais parce qu'il faut faire du lip-sync. C'est hyper chiant. Tu dois bouger. Puis en plus, une fois que tu l'as... Enfin, non, mais ça dépend des techniques et tout, mais ça, tu dois faire des O, des A et tout. Ça prend des heures, quoi. Et l'autre, ça t'a pris pas mal d'heures, je crois. Alors nous, on a développé un système assez simple où on change les bouches, elles sont aimantées, c'est un peu comme vos personnages en fait, c'est de la substitution entre les images, mais en fait entre toutes les voix qu'on avait mis sur l'animatique et le film final, moi j'ai en cours de route, en me rendant compte que des fois les dialogues étaient importants dans le scénario, qu'on les avait enregistrés, qu'ils étaient importants sur l'animatique, mais une fois qu'on avait la présence des marionnettes dans la lumière et on pouvait faire passer, on pouvait enlever pas mal de choses. Donc, à la fois pour aller plus vite et à la fois pour trouver un équilibre entre ce qu'on dit et ce qu'on laisse au spectateur, finalement, qui le fait rentrer dans le film. J'ai supprimé quand même pas mal de dialogues en cours de route. Ouais. Et tu t'es pas retrouvé avec des scènes où il y avait des bouches qui bougeaient Non, alors sur l'animatique, au moment comme on tournait sur 10 plateaux, moi... 10 plateaux, t'as dit ? Enfin, on avait 15 plateaux et 10 animateurs qui travaillaient, pendant que sur les autres plateaux, on tournait sur les décors, on préparait les plans. Mais du coup, moi, le matin, avant de démarrer, je repassais les plans qu'on avait tournés, ceux qu'on allait tourner, et j'essayais un peu à l'avance toujours d'enlever le plus de dialogue possible pour voir la séquence et essayer de simplifier au maximum, à la fois dans une contrainte budgétaire, mais aussi pour rendre le film le plus clair, le plus simple possible. Et toi, Vincent, parce que tu as travaillé avec des acteurs assez incroyables, dont toi-même. Dont moi-même. Mais en fait, nous, avec Panic, c'est vachement plus facile parce qu'il n'y a pas de lipping, justement, que je disais. Donc, dans un premier temps, on enregistre les comédiens avec l'animatique, ce qui nous permet déjà de bien rythmer les choses. Comme ça, on a déjà pratiquement au montage, tout est déjà monté avant le tournage, en fait, à peu de choses près. Après, quand on a tourné les images, qu'on a l'animation, les comédiens reviennent en studio. Et là, l'idée, c'est l'avantage, donc comme il n'y a pas de lipping, c'est d'essayer de jouer au maximum avec ces petits bonhommes en plastique qui bougent pour que cette voix se marie correctement bien avec l'animation parce que c'est assez fragile en fait, parce que c'est vrai que là, on marche vraiment sur des œufs. Il y a un truc. On ne sait pas expliquer, mais il y a des choses qui ne marchent pas, quoi. Quand la voix ne fonctionne pas sur l'anime, c'est foutu. On voit des petits bouts de plastique bouger et c'est terminé, on n'y croit plus. Donc, alors l'avantage, comme il n'y a pas de lipping et que le comédien peut revenir même sur, par exemple, le petit fermier dans Panic, c'est Benoît Poelvoort, et on lui écrit des trucs, mais de toute façon, on a l'impression qu'il ne les lit même pas, parce que, après, il joue dans le truc et il essaye tellement de rattraper cette animation que du coup ça devient il arrive même avec sa voix à affiner même l'animation, quoi. Il fait des intervalles
un peu malgré lui comme ça. Et donc ce côté hystérique, au début, il disait mais oui, mais c'est l'anime là, ça va trop vite. Et donc il essaye chaque fois. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment un truc fragile. Et donc les comédiens reviennent comme ça à l'envie. On peut revenir sur le truc et modifier même les dialogues. Et donc à un moment donné, pouf, on sent que ça marche. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un luxe de pouvoir revenir comme ça sur les choses. Mais donc on a une base au départ qui nous permet de travailler au tournage, et puis après on revient en studio pour vraiment affiner tous les jeux, et voilà, comme on fait du bruitage, ou voilà, tout se fait comme ça. C'est vraiment par petites couches. Ouais. Et Benoît Poulvord, le choix de Poulvord, c'était... Benoît, il était dans une école artistique en même temps que nous. Enfin, voilà, en fait, Rémi Belvaux était avec nous à la Cambre au début, et ils étaient dans le même appart. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et assez vite, on a emprunté sa voix pour... voilà. Il y a aussi Bouli Lanners, il y a plein de gens, ouais. Des copains, quoi. La coloc des Belges, quoi. Ouais. D'accord. Et toi, Valérie, par exemple, sur La Tortue Rouge, là, il n'y a pas un seul dialogue, à l'inverse. Donc c'est une histoire qui se raconte sans dialogue, qui a été avec la collaboration de Pascal Ferrand, d'ailleurs, qui s'est écrite avec la collaboration de Pascal Ferrand, et où c'est la musique, finalement, qui fait une grande partie de la narration du film. C'était un choix depuis le départ. Comment vous avez réfléchi ça ? Pas seulement la musique, c'est tout le sound design et les bruitages. C'est la musique, elle a été. Je crois que la musique était. Laurent Pérez-Delmar, il a composé la musique en parallèle. Enfin, on a eu en fait, il a fait des. On fait souvent ça, en fait, parce qu'on a fait ça aussi sur Loulou. Et c'est que on avait fait ça pour Zarafa aussi. C'est-à-dire que sur le scénario, si le réalisateur sait avec qui il veut travailler comme compositeur, on demande une sorte de... Comment on appelle ça ? J'ai un trou. Pas une ritournelle, mais la musique qui... Un thème, merci. C'était trop simple. Ouais, un thème. Et comme ça, quand on... Alors, c'est de la maquette, c'est fait sur synthé, comme ça. Mais... Et du coup, on vit avec cette musique dès le départ, dès l'animatique, plutôt que d'aller... Mais bon, encore une fois, chaque film est différent. D'ailleurs, quand on vous entend, c'est génial. C'est pour ça qu'en fait, j'adore ça, l'animation. C'est que c'est différent tout le temps. On peut inventer des tas de trucs. Il y a une liberté absolue. Alors... dans la limite du budget disponible. Mais aussi, il faut se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Mais je trouve que... c'est pour ça que j'ai fait de l'animation, parce que j'ai décidé d'en produire, parce qu'il y a une liberté totale. Et puis, en plus, on est beaucoup moins embarrassé avec les références, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc maintenant, il y en a de plus en plus, mais on peut faire tellement de choses en animation. Tout est permis. Et le moment des comédiens, c'est un moment vachement amusant. Nous, depuis le début, de les premiers films, en fait, on a enregistré les voix avant l'animation. Et donc, les animateurs, ils interprètent l'interprétation. Et des fois, on a fait venir les acteurs se voir en personnages animés, ça les éclate tout le temps, quoi. Et en plus, on a à peu près les acteurs qu'on veut, parce que je crois qu'on n'a pratiquement jamais eu de refus. C'est tellement cool pour eux. Ils viennent en jeans pour maquiller, ça dure pas des heures, ils attendent pas trop. Et puis ils s'éclatent. Là, tout est permis encore, parce qu'on improvise. Il y avait un truc sur Zarafa qui était assez mignon. C'est un petit truc, hein, mais c'était Félag qui jouait le bédouin et Simon Abkarian qui jouait le beau Touareg ténébreux. Et il y avait une scène où Félag, il devait arrêter un chameau en le tirant par la queue. Et il était là, comme ça, et c'était impossible de jouer l'effort. Et puis en plus, après, il tombait. Alors, jouer l'effort, la chute, ça marchait pas. Rémi Besançon, le réalisateur, était un peu emmerdé. Parce qu'en même temps, il donnait beaucoup d'eux-mêmes, mais ça marchait pas. Et à un moment, c'est Abkarian qui a eu la bonne idée de dire je vais faire le chameau. Et en fait, il lui a comme un bras de fer, sauf qu'il tirait la main, comme ça. Et du coup, évidemment, il tirait. Puis Abkarian l'a lâché, il est tombé.
La première prise était bonne. L'effort est là et voilà. Et ça, bon, il y a des trucs comme ça. On a des beaux souvenirs d'enregistrement des comédiens. Comme ça. C'est quoi votre plus beau souvenir d'enregistrement de comédiens alors? Ou pas? Des rigolades surtout, non? Alors nous, on avait fait ce premier film pilote en 2009. Ensuite, on a enregistré les voix, je crois que c'était en 2014. Et le petit comédien, Paulin, il avait gardé ce moment, il avait vu le film pilote, il était toujours très très motivé. Et malheureusement, il avait déjà un peu changé. Il n'est pas encore muet, mais sa voix en 4 ans et son énergie avait beaucoup changé. Et du coup, c'était un peu difficile de lui dire non. Et du coup, avec Marie-Ève, on lui a fait essayer pas mal d'autres rôles. Et finalement, on lui a donné le rôle de Simon qui était pas vraiment, il correspondait pas vraiment, mais c'était, on a pris le risque de décaler un petit peu ce qu'on avait déjà imaginé, et puis ça a été du coup une très belle aventure. Vincent, quand on enregistrait le repas dominical, il n'arrivait pas à dire Tupperware. C'est dur. Et du coup, il l'a répété, mais 50 fois. Et à chaque fois, il disait, je comprends pas. Il disait Tupperware. D'ailleurs, il dit Tupperware. Et il ne savait même pas ce que c'était. Enfin, c'était... Bref. Voilà, fascinant. Et toi, t'as une anecdote? Moi, je crois que, déjà, je crois que c'est la voix d'Indien qui m'a... Surtout que c'est... Bruce Ellison, il vient de l'école de mime. Donc déjà, un comédien qui vient d'une école de mime et qui fait les voix d'un Indien qui est rigide, là, ça me fait trop rire. Quoi. Parce que Bruce, il est extraordinaire. Quoi. Voilà. Souvent, on enregistre toujours on enregistre les comédiens une fois que l'animatique est bien rythmée, qu'on sent que le film est là. Donc on enregistre les voix. Et comme c'est vraiment joué, c'est vraiment de la création de voix, c'est du jeu. Les acteurs souvent apportent des choses et ils peuvent changer les répliques, c'est pas des réactions, mais même vraiment des dialogues des fois. Et du coup, on prévoit toujours en production de remonter l'animatique. Des fois, même on redessine. Et à ce moment-là, ça coûte pas cher. Donc la liberté est totale. Il faut en profiter avant d'attaquer l'animation. Après, on peut plus bouger grand-chose, quoi. Et parce que ça, c'est aussi un processus particulier à l'animation, c'est que vous choisissez vos musiques avant, en fait. Normalement, quand on fait un film, on peut les choisir avant, mais on essaye beaucoup de musique sur les bancs de montage pour voir ce qui peut fonctionner ou pas. Vous êtes un peu obligé, pour des histoires de timing, etc., de choisir les musiques avant. Comment vous travaillez avec... pas toi, apparemment, Céline, vas-y, je t'en prie. Comment pour travailler avec ton compositeur, je vois que tu travailles pas mal avec Flavien Berger. Mais pourquoi on doit les choisir avant? Non. Bon, voilà. C'est non, en fait. Non, je sais pas. Non, mais parce que ça se trouve, c'est un vrai truc, mais du coup, Non, c'est pas un vrai truc. Je crois que c'est à cause de moi. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on travaillait sur le scénario, des fois. Le compositeur, mais à condition que ce soit vraiment en amont, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire que c'est pas une obligation. Après, c'est bien de savoir s'il y a de la musique avant, parce que ça interfère dans le rythme du film, dans les plans, mais on n'a pas toujours la musique qui est déjà composée. On a des fois soit une musique témoin, soit si on connaît déjà le compositeur, il nous fait des propositions qu'on met sur l'animatique. Mais souvent, c'est quand même une fois que le film est tourné que la musique est enregistrée, définitive. Et vous avez travaillé comment avec vos compositeurs alors? Vous leur montrez les images, l'animatique, le storyboard, l'histoire, comment ça se passe? Dans mon cas, en fait, comme on est très proche, du coup, il est là dès l'écriture, enfin même dès l'idée, quoi. Mais il commence à travailler dès que j'ai mon idée, en gros. Et Flavien Berger, c'est ça. Flavien Berger, ouais. Et il fait on travaille vachement avec des thèmes aussi, donc généralement, il a un thème qui déploie sur il fait des heures et des heures de musique pour un petit film de 15 minutes, quoi. Du coup, c'est pas mal parce que j'ai la musique pour travailler. Et après, une fois qu'on est en montage, que le montage image est terminé, qu'on est en montage son, là, il intervient à nouveau. On choisit les musiques ensemble. On fait le sound design ensemble aussi parce que c'est lui qui fait ça aussi. Enfin, en gros, il fait une sorte de création sonore d'un bloc, quoi, une fois que le film est terminé. Et il comprend. Enfin, je sais pas, il y a une vraie compréhension
narrative en fait de la musique. C'est très agréable de travailler avec quelqu'un comme ça. Toi, sur la musique? Non. On n'a pas trop de musique dans nos films. Enfin, ça vient. En fait, on a un copain qui habite juste la rue derrière chez nous, c'est pratique. Donc, quand on a besoin de lui, on lui fait signe. Bernard Plouvier. Il nous fait des musiques depuis pas mal de temps, depuis presque 20 ans. Et là, en l'occurrence, ici pour Panique, il fait le générique, mais quand c'est des musiques in, oui, donc du coup, on lui explique un peu la scène et il nous apporte des petits extraits d'idées qu'il a pondues la nuit. Et puis, sinon, pense pas trop musique. Vraiment, si elle est in, on y pense forcément, mais sinon, ça vient au montage final. Alors on dit, tiens, il y a un truc qui fonctionne pas trop bien. Ce serait peut-être pas mal de glisser un petit truc là de musique, mais on n'aime pas trop en user parce que on aime bien jouer sur les bruitages et les sons un peu réalistes. Comme ça, justement, vu qu'on joue avec des bouts de plastique, de nouveau, c'est vraiment le son hyper réaliste qui vient crédibiliser tout ce qu'on développe. Donc, du coup, on n'aime pas trop napper ça avec de la musique. On en parlait tout à l'heure, en animation, le son est vraiment fondamental, quoi. C'est aussi important que le scénario, que l'anime elle-même. Et vous travaillez d'une manière particulière le son dans les studios, avec des monteurs son particuliers ou... En fait, c'est que tant que le film n'est pas fini, on ne peut pas faire ça coûterait trop cher que des sound designers et le bruiteur fassent tout, parce qu'après au montage on change quand même un peu. Et, malheureusement, on n'a pas les moyens en France de faire le vrai son et les bruitages et le sound design sur l'animatique. Donc on est toujours obligé de mettre la monteuse, ou le monteur, il va chercher des sons maquettes, des trucs à droite à gauche. Alors le risque, c'est comme quand on met de la musique maquette, c'est de s'y habituer. Et ça, c'est un peu dommage. Mais moi, je dis toujours que quand le film est quand l'animation est terminée, le compositing, tout est en couleur. Ensuite, ça passe le montage, le sound design, le bruitage. Et là, on voit vraiment le film pour la première fois, quoi. Le son apporte un truc de ouf, quoi. Parce qu'on ne se rend pas compte quand il pleut. Alors au dessin, on voit la pluie, on ne l'entend pas. Un mec qui claque la porte, on n'entend pas la porte claquer. Enfin, il y a les présences, les humeurs, je sais pas, l'ambiance, quoi. Et le son, c'est primordial. Le bruiteur, par exemple, pour Cowboy, il y a 7 pistes. Il y a les bruits de sa chemise, il y a les bruits de ses éperons, le bruit du cuir de ses bottes, les talons. Donc chaque personnage a des couleurs comme ça bien spécifiques et il y a chaque fois plusieurs pistes pour vraiment lui donner une matière et une couleur et une vie, quoi. En plus du son de la voix, évidemment, mais il y a vraiment, ils ont chacun une manière de bouger. D'ailleurs, le bruiteur a vraiment les paires de godasses de chacun. Et, donc, voilà, c'est assez marrant. Oui, j'ai l'impression qu'on est, vu qu'on travaille le montage avant de tourner le film, on est déjà au moment de faire le storyboard ou l'animatique, le storyboard monté, il y a déjà un rapport au son, au rythme, qui est peut-être beaucoup plus présent que si on tourne et ensuite on fait le montage et on attend aussi le moment du tournage pour entendre les choses. Et là, c'est peut-être plus synthétique puisqu'on fabrique tout et on le pense à l'avance. Ouais, le réalisateur, vous êtes obligé de penser le son. Ouais. Oui, c'est pas un seau qu'on remplit d'eau, quoi. C'est un truc, c'est pas aussi simple. Oui, c'est-à-dire que rien n'existe, donc il faut tout inventer. Ouais, et comme il faut souvent économiser de l'argent aussi, on pense beaucoup au son off et comment jouer entre ce qu'on montre pas. Et je pense aussi, et effectivement, comment donner de la présence à un petit bout de plastique qui bouge. Effectivement, on peut donner du réalisme et de l'empathie avec le personnage. Avec le son et ce qui va dégager. Mais après, je trouve que, ça dépend bien sûr des projets et tout, mais en fait, le réflexe de donner une présence réaliste à travers le son, parce que évidemment, le bruitage d'un film d'animation, c'est
Enfin, c'est recréer toute la réalité, mais évidemment, en fait, les sons, c'est jamais vraiment. Enfin, on n'entend jamais des pas aussi forts, on n'entend jamais. En fait, tout ça, on l'entend pas en réalité dans la vie, quoi. C'est comme ce qu'on voit et ce qu'on recrée avec nos yeux, l'oreille, ça marche de la même façon. Et je trouve ça. Enfin, en fait, je pense qu'il y a une vraie piste aussi, quoi, dans le fait que parce que l'image n'est pas réelle au départ, il faut. Enfin, je trouve ça intéressant, en fait, de pas mettre des sons réels. C'est-à-dire ne pas boucher un manque d'information qui, pour moi, n'en est pas un, qui en fait est au contraire déjà une interprétation beaucoup plus riche de ce qu'on exprime, quoi. Et du coup, si quelqu'un marche, en fait, le bruit de pas, il n'est pas toujours nécessaire, parce que dans la vie, on verrait quelqu'un marcher, mais on choisirait un peu l'émotion première qui nous viendrait en voyant cette image, et ça marche avec n'importe quelle image, qu'elle soit filmée ou dessinée d'ailleurs. Je trouve que il y a quelque chose de très beau dans l'idée d'enlever certaines informations cognitives et de créer de l'importance à d'autres endroits de ce qu'on regarde, quoi. Et en fait, l'animation, il y a un peu des trucs un peu blagues dans les courts-métrages d'étudiants où ils mettent beaucoup trop de bruitage, du coup c'est l'enfer, on entend des slurps de soupe, des pas hyper forts, justement, des gens qui respirent, mais on n'entend jamais des gens respirer aussi fort, c'est n'importe quoi. On n'en peut plus, quoi. Vraiment, c'est horrible. En Dolby Surround et tout, c'est l'enfer, quoi. Et en fait, c'est souvent genre, oh, putain, comme ça va donner un peu de corps à mon dessin, parce que je sais pas, je pense que j'ai pas fait assez. Alors qu'en fait, c'est déjà une interprétation de dessin. C'est pour ça que c'est magnifique, quoi. Voilà. C'est vrai, des fois, il faut calmer les sound designers. Ils disent, oh, c'est pas comme ça dans la vraie vie. C'est vrai que souvent les sound designers ont tendance à vouloir mettre beaucoup parce qu'ils partent de zéro mais après au mixage c'est intéressant justement d'enlever aussi, de jouer avec le silence et effectivement des effets qui sont pas forcément toujours attendus et réalistes. Ouais, puis comme le cinéma d'animation évolue, ça change, parce que au tout début c'était un peu comme ça pouvait être un parallèle entre les onomatopées de bande dessinée, toi. Tu tapes, ça fait paf, oui, tu vois. Ça. Alors il faisait paf en son, quoi. Et tu dis, merde, mais c'est pas ce que je veux faire. Oui, c'est ça, c'est parfait. Mais ça évolue quand même. Mais au début, il fallait batailler là-dessus. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. T'as raison. Mais quand on avait fait, donc le bruitage fait partie de. Enfin voilà, dans ton budget, t'as le bruitage comme pour n'importe quel film. Et on avait fait le bruitage pour le repas dominical et j'étais repartie et je n'ai rien utilisé. Je n'y arrivais pas. À chaque fois que je mettais un son, ça n'avait aucun sens. C'était comme une sorte d'exagération totale de la réalité. Et je me souviens encore du bruiteur. C'est super drôle de voir un bruiteur travailler. En plus, du coup, j'avais des souvenirs de lui avec ses sacs plastiques et tout. Et je savais plus quoi en foutre. J'avais tout ce son et j'arrivais pas à l'utiliser vraiment. J'ai remplacé tout par de la musique ou des bouts de musique ou des bouts de son qu'on avait enregistrés un peu, qui n'étaient pas les vrais sons. Et ça m'a... C'est bon, j'avais trouvé mon truc. Ouais. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai entendu Antoine Decaune, là, chez Trapenard, je crois, un matin, où il parlait de films d'animation et qu'il s'était éclaté parce que quand il doublait les films, c'était marrant parce qu'il fallait toujours exagérer. Et je me suis dit, ça se voit que tu as fait que du doublage, toi. Et bim. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'un certain code sonore, ou dans le jeu d'acteur, ou dans le bruitage, qui vient peut-être souvent de la série animée d'ailleurs, en règle générale, et que là, il y a un effort sur tous vos films de travailler le son, de travailler l'univers sonore, de travailler des textures, qui, moi, j'ai l'impression, est assez nouveau, ou en tous les cas, c'est le sentiment que j'ai, mais peut-être je me trompe, mais qu'il y a une attention qui est portée à cet endroit qui est très précieuse et qui fait qu'on rentre dans du cinéma très très vite, en fait, et que les plans laissent cette place-là, en fait. Ouais. Mais ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y avait une très grande liberté, on avait une énorme liberté au tournage d'un film d'animation, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, parce que le cinéma d'animation répond à ces codes, à ces comics, qui sortent pas vraiment de la bande dessinée, parce que c'est quand même pas du tout la même chose, mais d'une certaine idée qu'on a de la représentation de la vie par le dessin exagéré, quoi, on va dire ça comme ça. Mais en fait, on a toute une très très longue époque de films produits, à part quelques pépites incroyables, expérimentales et tout ça, qui sont d'un conservatisme absolu. Donc en fait, maintenant, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si le cinéma, le vrai cinéma, était resté bloqué à une certaine époque et avait continué à faire des comédies de genre, ou je sais pas, avait fait que du film noir pendant 100 ans, quoi.
Et là, tout à coup, en fait, on a une sorte d'espace de liberté qui est énorme, parce que c'est comme si... c'est pour ça que les gens ont tendance à croire que, je sais pas, l'animation, c'est toujours des contes, ou c'est pour les enfants, ou c'est comme ci, ou c'est comme ça, et ça change maintenant, mais on est ultra en retard, quoi. Donc il y a plein de choses à faire, c'est génial. Et tous ces codes-là, c'est ce qui fait que le cinéma d'animation reste dans une certaine catégorisation, et elles viennent de ces codes-là aussi, quoi, de la représentation des enfants, de la façon dont on les sonorise, de la façon dont on les fait parler, de la façon... Enfin, c'est hyper bizarre, quoi. Pourquoi on n'a pas encore... Oui, mais tu sais, au CNC, quand tu remplis la fiche là, pour les avances sur recettes, tout ça, tu as genre, western, policier, drame, comédie, animation. Et donc, moi, ça fait 10 ans que je raye, et je mets technique, animation, et après, je mets le genre. Ça les fait marrer, mais ils n'ont toujours pas changé. Et c'est assez pénible, et c'est vrai que, mais là ça change grâce à vous, ce que vous faites, c'est que pendant longtemps, mais c'est l'histoire qui fait ça, l'animation est considérée comme un genre pour enfants, voilà. Mais aujourd'hui on rentre j'espère, dans l'animation pour adultes, et je crois que la nouvelle génération, en fait, le long métrage d'animation, en France, il existe vraiment depuis une vingtaine d'années seulement. Parce qu'avant Kirikou, il y a eu des Astérix, des Lucky Luke, il y a eu Le Roi et l'Oiseau, il y a eu Lalou, La Planète Sauvage, Topor. Mais voilà, il y avait vraiment, c'était le désert. Puis il y a eu Kirikou, on a pu produire, mais toujours des films pour enfants. Quand on a fait Peur du Noir, le fait que c'était pas pour enfants, c'est terrible. Là, il y a récemment, on s'est quand même fait pénaliser à l'aide média parce qu'on n'a pas eu les 5 points de bonus pour enfants, parce que c'est un film pour adultes. Non, mais c'est l'enfer, ça devrait être le contraire. Et voilà, mais compte sur toute cette nouvelle génération pour faire des films pour adultes. Vous avez de l'espoir sur les films pour adultes ou bien? Peu. Ah Enfin oui, j'ai beaucoup d'espoir qu'il y en ait. Effectivement, il y a plein de choses à explorer, mais je pense... en fait, non, si, il y a de l'espoir, mais je crois que dans les financements, c'est pas quelque chose qui est en train de s'ouvrir, au contraire, mais je pense que le créneau, il est dans des films très à petit budget, expérimental, et là, peut-être qu'il y a un espace, mais après, Ouais, à petit budget. Parce que je crois que l'obstacle fondamental pour l'animation, c'est que comme c'est long et que c'est beaucoup de gens qui travaillent sur un film, ça coûte cher. Et c'est quasiment impossible de faire un film à moins de 5 millions d'euros, quoi. Alors qu'en prise de vue réelle, même si c'est dur, on peut en faire pour 1 million, on peut faire un film, un bon film même des fois. Alors que nous, c'est pas possible. Et on est condamné aux coproductions. Enfin non, on n'est pas condamné parce que non. Il faut toujours espérer que ça change, que ça bouge. Parce que les coproductions, c'est un enfer pour la prod sûre, mais surtout pour le réalisateur, c'est qu'il a son équipe. Je crois que tu as subi ça, mais toi, tu pouvais emmener tout. Toi aussi, vous transportez. Comme c'est du puppet, ils peuvent transporter le tournage. Et sinon, le réalisateur, il a une équipe d'animateurs au Luxembourg, il a une équipe de décors en Belgique, il a le compositing en France, quand c'est pas un petit peu partout. Donc il est jamais... avec son équipe au même endroit, quoi. Et ça, je crois que c'est une faiblesse du coup pour nous, mais pour l'Europe, pour les gens qui font de l'animation en Europe, contrairement aux Américains qui, c'est pas par hasard si les gros studios américains, ils sont tous au même endroit et éventuellement ils sous-traitent les intervalles, mais c'est tout, quoi. Et ça, c'est... Comment on peut... je ne sais pas, c'est comme si en prise de vue réelle, le réalisateur, il devait tourner avec des équipes différentes. C'est super compliqué. Et du coup, ça devient plus difficile encore de faire des films d'animation, je veux dire, là, au niveau artistique, à cause de cet engineering. Et pour en revenir à ce que je voulais dire au départ, c'était que le fait que l'animation coûte cher, forcément, quand on va chercher des financements, les distributeurs ou les chaînes de télévision, qu'est-ce qu'ils voient? C'est le rapport coût du film et public potentiel. Donc, tant que c'est des films pour enfants,
si c'est pas trop original, vous pouvez avoir, parce que ils calculent que l'enfant, il va y aller avec sa mère, sa grand-mère, la famille, et que du coup, ça va multiplier l'entrée par... Ouais, une entrée, ça en vaut 5 entrées. Tout à coup, on arrive avec des films adultes, et là, c'est exactement le même principe que la prise de vue réelle. Et tout à coup, ils disent « Ah, c'est un film de niche ». C'est-à-dire que ça, un film de niche, ça veut dire « Vous n'allez pas avoir beaucoup d'entrées ». Et c'est vrai, et que là, il faut qu'on soit tous, et les producteurs et les auteurs, qu'on soit vraiment créatifs. Ça, j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure de mélanger. Il faut qu'on trouve des moyens, nous les producteurs, de trouver des nouveaux financements, et pas seulement Netflix et Amazon, parce que ça va avoir son temps, autre chose. Et avec les auteurs, il faut qu'on trouve des moyens des techniques nouvelles, des mélanges, voilà, tout est à faire. Donc, en fait, on n'avait pas beaucoup de passé, mais on a un grand avenir. Oui, et puis il y a des choses qui se sont... Enfin, en fait, il y a un truc un peu corporatiste. Alors voilà, on a plein de métiers qui existent. Alors tu peux pas faire un film sans... Je connais même pas les termes, tellement je... Je suis d'accord, le c'est corporatisme est embarrassant. Ils ont des titres, je sais même pas ce qu'ils foutent, ces gens, tu vois. Mais en revanche, si tu fais ton film, t'es obligé d'engager un mec qui fait genre du layout, je sais même pas ce que c'est. Bon. Et à côté de ça, il y a des gens qui font des boulots autoproduits, donc évidemment rarement en France, mais autoproduits extraordinaires, où ils utilisent des techniques qui sont censées être utilisées avec des équipes de 30 personnes, mais ils font de la 3D tout seuls dans leur cave, ils sortent des choses absolument extraordinaires, et tout le monde est genre, putain, c'est vraiment génial, il a travaillé tout seul. Bah oui, il a travaillé tout seul. Il a écrit, il a des idées, enfin c'est bon, c'est pas non plus, c'est pas l'Himalaya, quoi. Mais c'est juste que, parce que c'est un métier très embourgeoisé, si tu commences un projet, alors il faut le faire de cette manière-là, machin. Et si tu le fais tout seul, t'es une sorte d'ermite, un peu cinglé, machin. Mais en fait, il y a quand même des situations entre deux, des écritures, des nouvelles formes d'écriture qui n'ont rien à voir avec la technique de l'animation. Ça pourrait être la même chose avec la fiction. Mais voilà, c'est un peu comme le tournage, quoi. C'est très hiérarchique. Quand on a fait Loulou et Autre Loulou, on avait très peu de temps. L'idée du distributeur, c'était GBK, on partait de Loulou de Solotareff pour montrer qu'on savait faire quelque chose plus long que 30 secondes ou 2 minutes. Donc on faisait un 26 minutes télé en partant de Loulou, qui était déjà un livre célèbre, et que ça semblait plus facile, et c'était vrai, ça a été plus facile. Et après, l'idée du distributeur, c'était d'acheter des courts-métrages sur le loup pour faire un programme loup. Et en fait, on n'a pas trouvé les courts-métrages qui nous plaisaient, ou alors ils n'étaient pas libres de droit, il y avait toujours un souci. Et comme à l'époque, j'étais encore agent de dessinateur, on a décidé de produire, nous, ces 4 courts-métrages avec des auteurs qu'on connaissait et qui travaillaient déjà en numérique pour éviter le papier. Parce qu'on avait 6 mois pour faire 4 films de 10 minutes, et c'était pas possible. Si on était passé par le papier, on n'y arrivait pas. Mais on s'est fait huer par ce corporatisme. Quoi, Et en plus, non seulement on dessinait en numérique direct, et on animait en flash, ce qui était à l'époque pas du tout vu, quoi. Mais on s'est pris des avoinés, des gens de l'animation, comme tu dis, avec leurs idées bien reçues, etc. Il y a même un studio qui a refusé de travailler avec nous alors qu'ils faisaient du flash pour la télé. Donc on l'a fait chez nous, on s'est démerdé. Et avec 2 minutes à l'époque, ils ont fait aussi, parce qu'eux, ils étaient plus nouveaux aussi, ils n'avaient pas toutes ces idées reçues. Mais si... Non, mais là, je vais être méchante. Mais oui, par exemple, la jeune fille sans main qui est sortie l'an dernier, c'est effectivement Sébastien. Il a travaillé tout seul par intermittence, je crois, pendant plusieurs années, et on arrive à un film effectivement qui a une liberté narrative et esthétique, mais par contre qui n'a pas été financé. C'est vrai que le chemin, il est un petit peu, il n'y a pas tellement de milieu, donc soit on arrive à monter une production, à trouver un petit peu d'argent et des gens avec qui travailler dans le long métrage. Après, dans le court métrage, c'est beaucoup plus ouvert, je pense. Mais en tout cas, si on veut rentrer dans les cases d'un financement de long métrage, c'est quand même, il me semble, de plus en plus formaté. Ouais. Et même sur les courses, je me souviens sur Loulou et Autre Loup, le court-métrage de Maguire. Il avait refait King Kong, mais avec un mini loup qui se faisait capturer en Afrique, qui ramenait à New York. Et en fait, ce n'était que des formes et vues du dessus.
Et donc c'était abstrait. Et celui-là, on l'a financé prima à 100%. Parce qu'on n'a pas eu un rond, parce que tous les mecs de télé ou les distributeurs disaient « Oh ben nous, on va rien comprendre, c'est trop abstrait ». Et en fait, après, on a eu des grandes satisfactions parce qu'en projection, on a entendu les uns les autres plus d'une fois. Moi, j'ai entendu une fois, en tout cas, un petit garçon qui a expliqué à sa maman « Mais non, maman, c'est comme si c'était un oiseau qui regardait ». Donc en fait, dans le mot, ils n'avaient aucun problème avec l'abstraction. C'est les adultes, quoi. On ne veut jamais... Il y en a plein d'anecdotes comme ça. Est-ce que vous avez des questions dans le public, des gens, pour les uns, les autres? Ah oui, vas-y. Tu veux un micro? Vas-y. Bonsoir. On a vu dans vos travaux respectifs que vous faites beaucoup d'animations en 2D. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'avènement de la 3D? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est de nouvelles opportunités? Et est-ce que aussi, avec Internet aujourd'hui, il y a possibilité d'avoir une création qui n'irait pas forcément directement au cinéma? Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de la nouveauté, des opportunités actuelles et récentes pour l'animation? Vas-y. Ouais. Enfin, je pense que, dans le cas de Panique et de Courgette, on est quand même dans le volume. On est dans la matière qui bouge et je suppose que c'est la même chose pour toi, mais nous ce qu'on aime c'est toucher la matière et même chose pour le dessin. Moi je suis plus à l'aise avec un crayon et sur le papier que même d'ailleurs sur ma palette j'ai collé une feuille de papier parce que je ne supporte pas le contact du plastique. Et donc la 3D de temps en temps dans Panique il y en a, mais on ne la voit pas parce que c'est pas c'est un outil qui est évidemment pratique. La 3D ça donne du confort pour plein de choses parce que je me souviens au début quand on a commencé à faire des choses en stop motion, il fallait tendre des trucs avec des fils qu'il fallait après effacer. Enfin, c'était chiant, quoi. Enfin, des trucs. Ou alors, on avait même trouvé au début, dans les mouvements, on arrivait avec le fil de pêche, on arrivait à le faire disparaître naturellement parce qu'on faisait des tout petits mouvements comme ça et il disparaissait dans un certain axe de lumière. Mais donc, du coup, on fait des incrustes comme ça en 3D, donc on l'utilise de temps en temps pour certaines choses bien précises. Mais je crois que nous, ce qu'on aime faire de toute façon, c'est un maximum devant la caméra comme on faisait au tout début de l'animation. Enfin, c'est vraiment l'idée on est dans l'artisanat et l'idée c'est de raconter des choses en s'amusant devant la caméra. Ouais, je pense aussi pareil. Je pense le rapport effectivement à la matière et c'est vrai que la 3D c'est un outil qu'on utilise parce qu'il nous simplifie parfois la vie plutôt que fabriquer des choses compliquées. En vrai, pour un plan, on va le faire en 3D. Voilà. Mais sinon, effectivement, je pense que le rapport à la caméra, effectivement, d'avoir une équipe sur un plateau autour d'une caméra et qu'on prend les images les unes après les autres en éclairant vraiment, où toutes les énergies sont à ce moment-là sur le plateau. Je crois que ça, c'est vraiment assez particulier, cette technique-là. Je crois qu'aussi, toi, tu travailles avec un banc titre ou non? Oui, je travaille avec un banc titre. Enfin, j'anime sous caméra. Mais je pense. Non, de la peinture. De la peinture du feutre. Mais du coup, la 3D, ça fait quand même un certain temps qu'elle est là. Enfin, je veux dire, c'est pas. Au final, elle n'a pas tellement effacé les autres techniques, ou je sais pas. Mais du coup, je crois que ce qui est intéressant, c'est de. Je pense que c'est une technique qui est utilisée par plein de gens, par des artistes contemporains, c'est devenu un véritable art, et je pense que c'est là où elle devient vraiment intéressante, c'est-à-dire quand elle sert d'outil pour imiter la réalité, ok, cool, tu peux faire des poils, tu vois, ou je sais pas quoi, des trucs qui ressemblent vachement à la vie, mais je pense que le vrai intérêt de la 3D, c'est ce qu'elle crée comme matière qui n'existe pas. Et en fait, je crois que c'est maintenant que ça devient vraiment, vraiment chouette. Parce que pendant longtemps, ils essaient. Les courts-métrages, il y a une utilisation de la 3D vachement bien. Moi, j'aime beaucoup le dessin, donc jusqu'à présent, à moi d'avoir vraiment l'œil averti pour reconnaître un film de Pixar, de DreamWorks ou de je ne sais pas trop qui, c'est tout pareil. Et c'est ça qui n'est pas intéressant.
Mais c'est vrai que il y a l'utilisation de la 3D dans les courts-métrages où le dessin est vraiment là. Donc je pense que il y a des belles promesses. Mais par exemple, là, le film de Lorenzo Mattotti, qui a un graphisme extrêmement fort, on s'est dit, avec ce dessin-là, on va pouvoir faire une nouvelle 3D. Sauf que le problème, c'est ces putains de calculs, ça coûte une fortune. Et puis, il faut des fermes informatiques, enfin, je parle de long métrage. Hein. Et là, ça devient un cauchemar. Et donc, là, en faisant le budget hyper serré, qui était hyper risqué artistiquement, on arrivait à 20 millions. Et 20 millions pour faire un film d'auteur, mais oublie, quoi. Et en fait, on s'est quand même accroché. Donc, on a développé en 3D. On a fait une 3D, mais vraiment belle. C'est super graphique. On a même fait un petit pilote. On a eu de l'aide au CNC. Ça a coûté 200 000 balles. Et ça bloquait parce qu'on ne trouvait pas le financement pour avoir un film comme ça à 20 millions. Personne n'en voulait. Puis en plus, c'était pas du tout un look Pixar, rien, quoi. Donc, et en fait, un jour, on a dit bon, allez, on laisse tomber, on repasse en 2D. Et puis là, paf, c'est parti, quoi. On était autonome, on n'avait pas besoin d'attendre des heures de calcul, de dépenser des fortunes en logiciel. Enfin, et voilà, mais finalement, on l'utilise, hein, la 3D, ça se voit. Par exemple, dans La Tortue Rouge, la tortue est en 3D, mais ça se voit pas. Parce qu'en fait, c'est juste là, pour le coup, c'était une économie de temps d'animation. Parce que c'est super difficile en dessin pur 2D de faire des plongeons, de remonter comme ça. Mais la modélisation de la tortue, elle a pris un bail, quoi. C'était vraiment long. Mais après, par contre, en animation, ça va vite. Et là, ce que je trouve intéressant en 3D, c'est qu'on peut vraiment bouger sa caméra comme en prise de vue réelle. On peut refaire une prise. Ça c'est vachement bien. Mais pour l'instant, bah voilà, c'est pas gagné pour ce que je viens de vous dire. Ouais, ce qui est intéressant, moi, on m'a souvent dit, mais vous êtes fou d'animer encore comme au temps ancien du début du cinéma, image par image, de tout fabriquer. Et en fait, c'est pas plus long et c'est pas plus cher que de faire de la 3D. C'est simplement, voilà, après c'est un autre chemin et ça dépend après des envies de chacun. Mais c'est vrai que moi je trouve plus intéressant de bricoler derrière une caméra que de rester derrière des écrans d'ordinateur. On passe quand même beaucoup de temps derrière les écrans d'ordinateur, même en faisant du stop motion. Donc ça équilibre un peu. La 3D, hein, c'est tout gris. Au mieux, c'est tout blanc. Mais tout est froid, machin. Il faut avoir... Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Je m'excuse, je ne sais rien du tout à l'animation, mais j'ai des amis anglais, des collègues anglais qui faisaient de l'animation avec qui utilisaient leur ordinateur énormément. Et je vous entends dire qu'il faut 3 ans. Est-ce que l'informatique n'a pas beaucoup accéléré le processus d'avoir à fabriquer, à dessiner chaque... Non, parce qu'on dessine toujours image par image quand même. Même si on dessine sur une palette graphique au lieu de dessiner sur du papier, on fait quand même 25 dessins à chaque fois. Mais la seule chose où on a gagné du temps, mais là ça devient super technique, c'est que en animation papier, on flippe. C'est-à-dire que l'animateur, il fait chaque dessin sur une feuille, d'où le flipbook, quoi. Et en fait, c'est assez étonnant parce que je faisais comme ça, et tout en dessinant, hein, c'est génial. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il a fait ça, il doit aller filmer chaque dessin sous un banc titre. Et ça prend un temps fou, quoi. Donc le dernier film qu'on a fait sur papier, c'était Zarafa. Et il y avait ce qu'on appelait la queue au line test. Et donc on avait racheté des line tests. Il y avait 6 line tests, mais les animateurs, ils attendaient pour filmer dessin par dessin. En plus, si c'est raté, il faut tout refaire. Donc voilà, il y a un gain de temps
Et en animation, le temps, c'est de l'argent. Mais c'est tout. Ça ne change rien au travail des animateurs. Mais je crois que c'est comme dans le reste de la vie, l'informatique, on nous l'a vendu quand même comme quelque chose qui allait nous libérer du travail, nous donner du temps pour nos loisirs. Et en fait, ça nous fait juste travailler plus vite, toujours. Et en fait, plus les ordinateurs sont puissants, plus les logiciels deviennent compliqués, plus on cherche le réalisme et plus ça prend. Et tout ça est une espèce de course infernale où on gagne pas grand-chose, au fond. Emile Howard, le mec qui avait inventé une machine à dessiner. Mademoiselle, tu avais une question ? Oui, en fait, je voulais juste réagir sur le long métrage d'animation en 3D avec pour cible adulte, parce qu'on travaille sur un projet en ce moment aussi. Et on travaille sur le court métrage, mais qui est amené à devenir un long, on espère, un jour plus tard. Et pour gagner beaucoup d'argent sur la 3D, justement, parce que c'est un look 2D, mais c'est en 3D pour pouvoir se permettre tous les mouvements de caméra qu'on a envie. Le réalisateur, qui est aussi designer, dessinateur, enfin qui fait aussi beaucoup de choses sur le film, a trouvé une technique où il peint en fait toutes les textures sur la 3D. Et du coup, il n'y a pas de rendu, il n'y a pas de lighting. Hein. Il peint vraiment les lumières sur sa 3D. Et du coup, ça économise énormément tout ce qui est calcul et render farm et tout ça. Et du coup, je ne sais pas si c'est complètement impossible, mais je me dis qu'avec un budget entre 6 et 7 millions d'euros, on arriverait à faire un long métrage en 3D. Donc après, je sais pas, j'aimerais bien éventuellement en discuter, mais en tout cas, c'était possible sur le court. Alors je me dis, est-ce que si on applique la technique du court au long, est-ce que c'est possible ? Voilà, je sais pas. Non, mais je crois, comme elle disait tout à l'heure, c'est vrai que la 3D, c'est un outil et on peut en faire vraiment... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a encore plein de choses à découvrir, je pense. Plein de choses. Et le look est très 2D, au final. C'est vraiment plus pour essayer effectivement d'économiser aussi des décors et des choses comme ça. Mais L'avenir est plein de surprises en animation, c'est ça qui est pas mal. Je n'ai plus le micro, merci Julie, c'est très sympa. Non, est-ce que vous avez plus de questions ? Si, vous avez des questions ? Quelqu'un a des questions ? Une dernière question ? Pas de questions. Non, mais ce qu'on voit à travers vos films quand même, c'est que il y a différents styles graphiques, il y a différentes narrations, plus ou moins intimistes. Ça peut être des épopées, ça peut être des histoires pour enfants, ça peut être des loufoqueries burlesques belges. Donc en fait, il y a quand même une diversité qui est en train de se mettre en place, qui est quand même tout à fait étonnante. Et simplement, là où j'aimerais finir, c'est que il y a quelque chose que je trouve toujours étonnant, c'est que quand justement on va voir ou des distributeurs ou les gens soi-disant de l'industrie ou du marché, ils condamnent a priori tous ces films très très vite en disant qu'ils sont pas possibles ou pas viables pour le marché. Et on s'aperçoit chaque année que ces miracles-là existent et qu'en fait ces miracles c'est vous et qu'en fait il y a des gens pour aller les voir et que ça se porte plutôt très bien. Donc voilà, je voulais vous dire bravo pour tous ces petits miracles. Voilà.